Et salut, c'est le Quentin du futur qui vous parle, puisque aujourd'hui nous sommes mercredi 29 décembre et je viens seulement de terminer le montage de cette vidéo qui a été tournée à la mi-décembre. Donc ça fait un petit moment déjà. Donc je voulais profiter du début de cette vidéo pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, même si Noël est déjà passé. Mais voilà, vu que la prochaine vidéo sera certainement début janvier, j'en profite tout de suite pour vous souhaiter une très bonne année. J'espère que vous avez passé un très bon Noël et j'espère que vous avez passé un très bon mois de décembre si vous ne fêtez pas Noël. Mais voilà, je vous embrasse très fort et puis je vous souhaite une bonne vidéo. Eh bien nous sommes en décembre depuis un petit moment, mais je filme enfin. Et pour l'occasion, j'inaugure le petit décor de Noël. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors non, contrairement à ce que vous avez pu penser, je ne suis pas entré en hibernation durant le mois de décembre. Mais s'il y a eu si peu de nouvelles vidéos sur la chaîne, c'est parce que fin novembre, j'ai commencé un nouveau travail qui m'a pris pas mal de temps. Et puis début décembre, c'était la préparation des fêtes, les cadeaux, le nouveau boulot et plein d'autres trucs un peu plus perso. Bref, j'ai pas trop eu le temps de filmer ces dernières semaines. Mais aujourd'hui, je prends le temps de filmer parce qu'il est temps que je vous parle de mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge, parce qu'il est terminé depuis un petit moment déjà. Et comme tous les ans, j'avais envie de vous faire un petit bilan, un petit compte rendu de ce que j'ai lu et est-ce que j'ai réussi mon challenge ou non. Alors déjà, je peux vous le dire, oui, le challenge est réussi, bien que je suis allé un peu bidouiller dans mes sous-catégories, comme tous les ans. Donc oui, j'ai réussi mon challenge. Est-ce que j'ai lu tout ce que j'avais prévu de lire? Non. Est-ce que j'ai rajouté des livres? Oui. Est-ce que j'en ai retiré d'autres? Oui. Bref, je me suis un peu amusé avec ma palle pendant tout le challenge, mais j'imagine que je suis pas le seul à faire ça, donc faut avouer, totalement pardonné. Et pour éviter que cette vidéo ne dure des plombes, on va commencer tout de suite. Alors, comme d'habitude, j'ai mon petit rappel de catégorie sur mon téléphone. Et on va donc commencer avec le premier menu qui s'intitulait donc Automne frissonnant. La première sous-catégorie de ce menu s'intitulait Gargare à la main de gloire. Et il y avait des mots-clés genre thriller, horreur, épouvante, voleur. Bref, pour cette sous-catégorie, moi j'avais décidé de lire le 3e tome de Dragonhead de Minetaro Mochizuki. C'est édité chez Pika Graphics et... alors déjà je peux pas trop en dire parce que c'est le tome 3 sur 5, donc c'est un peu le pilier central de cette saga. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai beaucoup aimé ma lecture, même si j'ai trouvé le tome 3 légèrement en deçà des 2 premiers tomes. J'ai trouvé que la première moitié était un petit peu longuette à se mettre en route. Par contre la deuxième moitié était vraiment dingue. On retrouve cette ambiance très post-apocalyptique, très morbide, sans espoir, vraiment faut pas lire ça un jour où on est déprimé parce que vraiment on n'a plus aucun espoir pour l'humanité. Et j'ai hâte de lire le tome 4 que je possède déjà puisqu'il m'a été envoyé par les éditions Pika. Donc une fois que je l'aurai lu, il me restera plus que l'ultime tome et ça fera une saga de terminée. La deuxième sous-catégorie s'intitulait Double Trouble, Toil and Trouble. Les mots-clés étaient sorcière, théâtre, prophétie et tragédie. Et j'avais lu pour cette sous-catégorie Adrasté de Mathieu Bablé, qui a été une excellente lecture, très poétique, j'ai trouvé ça très beau, ça m'a beaucoup touché. Du grand Mathieu Bablé, dans un registre totalement différent, puisque là on est dans un registre très mythologique, et donc ça m'a un peu changé de la science-fiction. Je vais pas trop en parler plus parce que j'ai déjà fait un update là-dessus. Si vous voulez le voir, je vous le mets... alors attendez. Là, je pense que le petit i est là. Et donc voilà, si vous voulez voir mon point sur Adrasté, c'est disponible là. Et puis je mettrai aussi la vidéo en barre d'infos. Mais voilà, j'en avais déjà parlé. Très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé. C'était top. Et il en va de même pour la troisième sous-catégorie qui s'intitulait Le folklore de Shippuden. Et là, les mots-clés étaient créatures surnaturelles, fantastiques, obscures et fantasy. Et pour cette sous-catégorie, j'avais lu le 3e tome de Toilet Bound Hanako-kun. C'est de Aidalro. C'est pas facile à dire. Et pareil, je vous en ai parlé dans mon premier update du Pumpkin, qui se trouve donc normalement là. Enfin, je sais pas si je vais le mettre 2 fois, mais vous avez compris le principe. Et c'était aussi une très bonne lecture, dans un lycée japonais où on va suivre voilà, une bande de potes qui essayent
d'éclaircir des mystères un peu surnaturels accompagnés d'un fantôme de l'école. C'est très folklorique, on découvre beaucoup de créatures du Japon et voilà, c'est une lecture que j'aime vraiment beaucoup, c'est une saga qui me plaît beaucoup. D'ailleurs, j'allais commencer le tome 4 puisque le tome 4 est dans mon Cold Winter Challenge, donc voilà, j'ai déjà hâte de lire le 4e tome, mais ce 3e était excellent. Et c'est terminé pour ce premier menu, donc qui a été intégralement rempli, et le 2e s'intitulait Automne, douceur de vivre, et la première sous-catégorie était It's just a bunch of hocus pocus. Et une fois de plus, je vais pas trop m'attarder sur celui-ci parce que pareil, je vous en avais déjà parlé dans ma première update, mais j'ai lu Spiral de Junji Ito, c'est édité chez Delcourt Tonkam dans une édition vraiment super sympa. Au début, les livres de Junji Ito étaient vraiment très durs à trouver en France, et puis depuis que Delcourt Tonkam s'est mis à tous les rééditer, on les trouve vraiment très facilement dans les librairies, et je comprends pourquoi on m'a toujours dit que Junji Ito était un auteur incontournable de la littérature horrifique japonaise, parce que en effet c'est horrifique, c'est malaisant, c'est affreux, et je ne le conseille surtout pas aux plus fragiles ou aux plus jeunes d'entre vous, parce que les images sont heurtantes, les propos aussi. Tout est heurtant dans ce manga, tout est horrible, mais ça m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé la fin. Mais bon, pareil, je vais pas me réattarder dessus parce que je vous en ai déjà longuement parlé durant ma première update lecture du Pumpkin. Mais très sincèrement, si vous avez envie de lire un truc horrifique, glauque et un peu dégueu, même beaucoup, je vous conseille vraiment d'aller vous plonger dans les livres de Junji Ito. Moi, j'ai encore Gyo, que je n'ai pas encore lu, et j'ai très envie aussi de m'offrir Tomie, donc on verra, je ferai peut-être ça bientôt. Et pour la prochaine sous-catégorie, eh bien, rebelote. C'est un livre dont je vous ai déjà parlé, décidément. C'était pour la sous-catégorie Ejiji, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon, blablabla. Les mots-clés pour cette sous-catégorie étaient parcours initiatique, jeunesse, famille et nourriture. Et moi, j'avais décidé de relire La Quête des Willan. Au départ, je voulais lire seulement le premier tome parce que j'avais peur de manquer de temps. Et au final, eh bien, j'ai lu l'intégrale donc de la première trilogie, La Quête des Willan. Et vraiment, c'était une super relecture. Pareil, je vous en ai déjà longuement reparlé dans mon première update lecture du Pumpkin. Mais voilà, ça m'a beaucoup plu. C'était très très bien de retourner en Gwendalavir. Et j'ai prévu pour début 2022 de relire la seconde trilogie. Parce que voilà, lire juste la première, c'était pas suffisant. Et j'ai envie de me relire tout l'intégrale du travail de Pierre Bottero. Donc voilà, on continuera avec Les Mondes des Willan. D'ailleurs, si certains ou certaines d'entre vous veulent se joindre à moi courant 2022 pour lire la seconde trilogie, on pourra faire ça en lecture commune. Et pour la troisième sous-catégorie, on part enfin sur un roman dont je ne vous avais pas encore parlé. Le nom de la sous-catégorie était « Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière ». Et là, il fallait lire du feel-good, des livres qui parlent de santé mentale ou d'émotion. Et là, j'avais mis deux livres. J'avais mis soit Anne d'Avonlea de Lucy Maud Montgomery, soit la BD de l'importance du poil de nez de Noémie, je ne me souviens plus de son nom de famille. Et je n'ai lu en fait que cette BD, j'ai pas eu le temps de lire Anne d'Avonlea. J'espère vraiment le lire bientôt parce que c'est le tome 2, le tome 4 va bientôt sortir, donc j'ai envie de rattraper mon retard. Mais voilà, j'ai pas eu le temps de le lire, et donc j'ai lu De l'importance du poil de nez. Et c'était vraiment très très bien. C'est une BD qui m'avait été très chaudement recommandée par Paper Palace, qui l'avait eu à Noël et qui l'avait vraiment adoré. Et elle m'avait donné très très envie de découvrir tout ça, et vraiment ça a été pas un gros coup de cœur. Ça a été une très bonne lecture, ça m'a beaucoup plu, je lui ai mis 5 sur 5 sur Goodreads, c'était touchant, voilà, un petit coup de cœur. Ça n'a pas été non plus ma meilleure lecture de l'année, mais j'ai quand même passé un très bon moment, c'était émouvant, mais sans être dans le pathos, parce que donc on va suivre Noémie, qui est une jeune fille qui vit au Liban, qui aime sortir avec ses potes, qui a des petites histoires d'amour à droite à gauche, qui parfois se drogue un peu en soirée, une ado, une jeune adulte comme tout le monde quoi, et un jour elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer, et donc on va un peu suivre entre guillemets son parcours, sa bataille pour guérir. Donc on va suivre la chimio et tout ce que ça induit, la perte des cheveux, la perte de poids, l'affaiblissement du corps, et puis elle va aussi devoir affronter le regard des autres, de sa famille, de ses amis, qui veulent absolument prendre soin d'elle comme si elle allait se casser en deux du jour au lendemain.
mais elle a quand même envie d'être traitée comme une personne normale en fait, et voilà, on va suivre tout ce que peut induire la maladie. Et on va suivre aussi l'après, parce que c'est pas tout de vivre des chimios, tout ça. Mais alors je vous spoile pas le bouquin, parce que vu que c'est autobiographique, entre guillemets on se doute bien qu'elle s'en est sortie, cette jeune femme. Et en fait, toute la première partie du livre parle du parcours vers la guérison. Et la seconde partie parle de l'après, parce que on a souvent tendance à se dire que une fois qu'on est guéri, qu'on a plus de cancer, qu'on a plus de chimio, de machin, et c'est bon, tout rentre dans l'ordre et la vie repart comme avant. Et pas du tout. Et pas du tout en fait, parce que il faut réapprendre à aimer son corps, parce que son corps a beaucoup changé. Elle va changer aussi humainement parlant, parce que par exemple elle va plus vouloir prendre de petites drogues en soirée, parce qu'elle va se dire qu'elle a déjà suffisamment mis de merde dans son corps avec la chimio pour le restant de sa vie. Et donc faut aussi accepter le regard de ses amis qui vont se dire oh là là, t'es plus drôle et tout. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans sa vie. Et j'ai trouvé ça très touchant, plein de vérités, et en même temps ça pouvait être que plein de vérités vu que c'est autobiographique. Et voilà, ça m'a beaucoup touché, j'ai beaucoup aimé, et si vous voulez en savoir plus, je vous redirige vraiment vers la vidéo de Pepper, parce qu'elle en parle 1000 fois mieux que moi. Mais voilà, ça m'a beaucoup touché, et puis j'ai beaucoup aimé le dessin, donc une très très bonne lecture, et un livre je trouve qui mérite à être un peu plus connu. Et on continue avec la 4e sous-catégorie, qui s'intitulait donc « J'ai un dragon et je n'hésiterai pas à faire feu », et là il fallait lire des livres qui parlent d'anthropomorphisme, d'animaux, humour, et le dernier mot-clé était illustré. Donc pour ça, au départ, j'avais prévu de lire Blue Period, les tomes 3 et 4, parce que ça parle d'illustration, vu qu'on suit un étudiant en art. Et au final, je ne les ai pas lus, ce qui est dommage d'ailleurs parce que ça se lit assez vite, mais j'ai pas pris le temps de le faire parce que j'ai dû lire les 14 premiers tomes, voire les 15 premiers tomes, hein. Ouais, les 15 premiers tomes du manga Radiant. Donc je vous en ai déjà aussi longuement parlé dans mon dernier update lecture, mais Radiant c'est un manga français écrit par Tony Valente, que je ne connaissais que de nom, et au final vu que j'ai fait une interview de Tony Valente sur les comptes Instagram du Furet du Nord, et bien je me suis bouffé les 15 premiers tomes histoire de savoir de quoi je parlais. Et c'était vraiment une super lecture. Pareil, je vous renvoie vers ma vidéo précédente. Mais vraiment, Radiant, c'était top. Et en plus, ça colle vraiment bien aux mots-clés parce qu'il y a beaucoup d'humour. C'est un manga, donc c'est illustré. Et il y a de l'anthropomorphisme parce qu'on va suivre des sorciers qui, pour certains, sont un peu... ont eu des modifications au niveau de leur corps, donc il y a des gens avec des cornes, il y a beaucoup d'animaux qui parlent, machin, enfin bref, ça colle vraiment bien à cette sous-catégorie, donc je suis très très content d'avoir mis Radiant dans cette sous-catégorie, et pareil, c'est un manga que je vous recommande très chaudement, surtout que c'est du manga français, donc c'est un peu cool d'être chauvin de temps en temps, et c'est une lecture qui m'avait vraiment beaucoup plu. On passe au 3e menu qui s'intitulait donc Automne Enchanteur. La première sous-catégorie s'intitulait La lunette de pierre, c'est extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Ici, les mots-clés étaient petit peuple, féerie, nature et nature writing. Et là, je me suis un peu éloigné des mots-clés, mais ça fonctionne quand même plutôt bien. Puisque au départ, je voulais lire soit l'Atelier des sorciers, soit le tome 3 de Aria. Et je n'ai lu aucun des deux, puisque j'ai lu une BD qui m'a été envoyée par les éditions Dracou. Et c'est une BD de toute beauté, puisque j'ai lu Arcana, le premier tome, qui s'intitule Le Coven du Tarot. C'est écrit par Serena Blasco, et j'ai trop aimé, c'était vraiment trop bien. Dans Arcana, en fait, on va suivre un monde qui se divise en 5 îles, et chaque île porte le nom d'une classe d'arcane mineure dans le tarot. Alors voilà, si vous tirez un petit peu le tarot, vous savez de quoi je parle, sinon vous serez peut-être un petit peu perdu, mais c'est pas pour autant que vous ne pourrez pas apprécier ce livre. Donc il y a 4 îles, l'île des bâtons, l'île des épées, l'île des deniers et l'île des coupes. Et au centre de ces 4 îles se trouve une 5e île, beaucoup plus petite, qui est l'île des arcanes majeures. Et en fait, on va suivre des habitants sur ces différentes îles qui ont chacun un peu leur trait de caractère en fonction de l'île à qui ils appartiennent. À laquelle ils appartiennent plutôt. Et en fait, tous les ans, il y a un peu une cérémonie qui fait que toutes les personnes de plus de 15 ans
peuvent devenir un peu des aspirants arcanes majeurs, et donc ils vont rejoindre l'île centrale pour suivre l'apprentissage selon l'arcane majeur pour lequel ils ont été désignés, et donc devenir peut-être les prochains arcanes majeurs. Donc comme dans le tarot, il y a 22 arcanes majeurs, et on va suivre principalement Fauna et Flora, qui sont deux jeunes filles qui viennent respectivement de l'île de Bâton et de l'île des Épées. Elles ont 15 ans, elles sont très différentes, mais elles vont se rendre compte qu'elles sont jumelles et qu'elles ont été séparées à la naissance. Et on va les suivre dans cette grande académie des arcanes majeurs pour voilà, apprendre à maîtriser certains dons et donc peut-être devenir arcane majeur. C'est une BD que j'ai vraiment beaucoup aimée, c'est une BD qui sera en 4 tomes. J'ai déjà hâte de lire le second tome. Je vous ferai des petits inserts avec les dessins parce que vraiment graphiquement c'est de toute beauté, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Et puis moi qui est un très grand fan du tarot, j'ai retrouvé plein de références qui m'ont beaucoup plu et on sent que Serena Blasco est passionnée aussi du tarot. Je pense qu'elle tire les cartes, c'est même sûr. Et voilà, j'ai trouvé ça génial. Et puis juste regardez la beauté en fait de cette couverture, et pour vous dire, tout le livre est aussi beau que la couve. Donc vraiment c'est une BD que je vous recommande très chaudement si vous aimez l'univers des sorcières, du tarot, de l'occulte. C'est une BD qui vous plaira à 1000%. Et puis en plus, je vous le redis, mais une telle beauté, je sais pas si c'est autorisé d'éditer un livre aussi beau, mais voilà, moi je meurs d'impatience de lire le second tome. Et pour finir avec le menu Automne Enchanteur, bah non pas du tout. La seconde sous-catégorie du menu Automne Enchanteur était Nom d'une dune. Et pour cette sous-catégorie, les mots-clés étaient écologie, anticipation, science-fiction et post-apo. Et moi, j'ai lu un manga dont je vous ai déjà parlé encore une fois. Et j'ai lu le premier tome de 20th Century Boy de Naoki Urasawa. Et pour le coup, coup de cœur sur ce manga, vraiment, j'ai adoré, l'intrigue est folle. On n'est pas vraiment dans de la SF, on est plutôt dans de l'anticipation, où on va suivre deux époques. On va suivre donc deux époques, on va suivre l'année 1969 et l'année 1997, et on va suivre un peu le même groupe de personnages, à la fois quand ils étaient enfants et à la fois quand ils sont adultes. Et une série de meurtres se produit en 1997, et voilà, il y a toute une histoire de mystère, de complot, de secte. C'est vraiment très bien, c'est passionnant, juste l'intrigue est un peu complexe et donc je pense qu'il est important d'enchaîner les tomes pour ne pas se sentir perdu et donc profiter de tous les tomes dans leur intégralité. Par exemple, juste après avoir terminé le tome 1, j'ai acheté le tome 2 en me disant faut que je lise tout de suite pour rester à jour et enchaîner avec le tome 3. Et au final, je ne l'ai pas fait. Le tome 2 est dans la bibliothèque, il n'est toujours pas lu, et rien qu'en feuilletant là le tome 1, je vois que je commence à oublier certains détails, donc il faut vraiment que je me lance dans le tome 2. La dernière sous-catégorie s'intitulait Princesse, et là il fallait lire un livre qui parlait de féminisme. Les mots-clés étaient inclusivité ou LGBTQIA+, ou féminisme. Et moi j'avais mis au départ Les Dieux Sauvages de Lionel Davoust, qui me fait vraiment terriblement envie, c'est affreux. Je ne l'ai toujours pas lu, ça me rend si triste parce que voilà, il me fait beaucoup trop envie. Mais heureusement, j'ai pu valider cette sous-catégorie à la dernière minute, puisque au mois de novembre est sortie la dernière BD de Pénélope Bagieux. Pénélope Bagieux vraiment que j'adore, hein. C'est une de mes idoles de la BD française. Et donc elle a sorti sa BD qui s'intitule Les Strates. C'est édité chez Gallimard, et dans Les Strates, qui est d'ailleurs vraiment hyper joli, genre on dirait un petit carnet comme un Moleskine, et l'intérieur n'est pas en reste. Et en fait on va suivre plein de petites tranches de vie de Pénélope Bagieux, des strates en fait, qui au final forment la personne qu'elle est aujourd'hui, si on peut dire ça comme ça. Et vraiment pareil, un coup de cœur pour les strates. On va suivre voilà, des épisodes de sa vie quand elle était enfant, ado, adulte. On va rire, genre il y a vraiment plein de trucs qui m'ont fait mourir de rire. On va être ému, on va un peu pleurer, on va aussi être choqué et on va être ému. Enfin bref, je suis passé vraiment par toutes les émotions. C'était vraiment excellent. Je vous avoue que je l'ai acheté un peu les yeux fermés, je savais pas du tout à quoi m'attendre, mais vu que c'est du Pénélope Bagieux, je me suis dit bah j'achète tout de suite. Et au début, quand j'ai commencé le bouquin, j'ai été un petit peu surpris parce que je m'attendais à avoir une histoire longue sur la durée, et en fait non, c'est plein de petites tranches de vie avec au final pas vraiment de fil rouge, et donc
Sur les premières pages, je me suis dit ah non mince, ça va être des petits strips, j'avais envie d'une longue histoire. Et donc j'ai commencé le livre en étant un chouïa déçu. Et en fait, dès la fin de la première histoire, j'ai oublié toutes mes inquiétudes parce que la première était géniale, elle était très drôle et en même temps extrêmement triste. C'est plein d'histoires comme ça qui nous montrent un petit peu plus de qui est Pénélope Bagieux et qu'est-ce qu'elle a vécu. Et voilà, moi j'ai trouvé ça très très beau, très émouvant, très touchant et j'ai envie de le relire, là rien que de vous en parler, j'ai envie de me le retaper. Ça se lit assez vite, c'est assez court, mais voilà, c'est une petite pépite que je ne peux que vous conseiller. Et on arrive au dernier menu qui s'intitule Automne des mystères. Et pour ce dernier menu, il y avait donc 4 sous-catégories que j'ai remplies, donc le challenge est réussi. La première sous-catégorie s'intitulait Le destin perdu. Les mots-clés étaient temps, horloge, énigme, puzzle, historique et steampunk. Là, je voulais lire La roue du temps, le premier tome. Et je ne l'ai pas fait, puisque j'ai remplacé La roue du temps par un autre livre qui m'a été offert par les éditions La Talente. Vous avez dû le voir dans mon vlog des Utopiales. Les éditions La Talente m'ont offert, le premier tome de la trilogie Rempart de M.R. Carré, qui est l'auteur de La fille qui avait tous les dons. Et ce premier tome s'intitule Le livre de Collie, et une petite perle. Vraiment, ce roman, c'est une petite perle, c'est un page-turner, je l'ai lu vraiment vitesse grand V, alors qu'il fait quand même, bon, il fait 400 pages. Mais il fait gros là quand même sur la vidéo. Non mais vraiment, j'ai adoré, j'ai pas pu m'arrêter. J'ai vraiment trop aimé ce livre. Alors pour vous faire l'histoire, c'est assez complexe, mais je vais essayer de résumer ça assez simplement. On va suivre la civilisation d'après la nôtre, puisqu'il y a eu un genre d'effondrement qui fait que voilà, la société s'est effondrée, l'humanité s'est enfermée dans plein de petits villages un peu éparses partout sur Terre. Donc de base, ça ressemble à du post-apo, toute somme assez classique. Sauf que ici, pas d'histoire de contamination, de zombies, de je ne sais quoi. C'est la nature qui a un peu repris ses droits et qui maintenant se développe vitesse grand V. Parce que nous, à notre époque, aujourd'hui, les arbres mettent de nombreuses années, voire des décennies, à pousser pour devenir immenses. Dans cet univers-là, eh bien, les arbres mettent quelques heures, voire quelques jours pour atteindre leur maturité. Donc c'est vraiment des trucs qui poussent très très vite. Et c'est devenu une réelle menace pour la planète parce que, en gros, les arbres se sont rebellés contre les hommes. Et eh bien, ils les mangent maintenant. Genre, un arbre peut passer, vous choper. En gros, il y a des lianes qui vont sortir de l'arbre. Hop, ils vont vous choper, ils vont vous foutre sous terre. Et les racines de l'arbre vont vous dévorer. C'est super comme programme. Et donc dans ce livre, on va suivre le personnage de Collie. Collie qui vit dans le village de Mittenkreuz et qui veut devenir un rempart, puisque dans son village, il y a ce qui s'appelle les remparts. Et les remparts, ce sont des personnes qui arrivent à utiliser les anciennes techs, donc les technologies de la civilisation passée, donc la nôtre, même si ces technologies sont un peu plus futuristes par rapport à notre ère. Et donc les personnes qui arrivent à manipuler les techs de l'ancien temps peuvent devenir remparts, donc en gros ce sont les gardiens du village. On va dire que c'est la classe la plus prestigieuse possible, et donc Collie rêve de devenir rempart. Et voilà. Je peux vraiment pas vous en dire plus parce que je veux pas vous gâcher le plaisir qu'est la découverte de ce livre, mais j'ai beaucoup aimé. Collie, il est prêt à tout pour devenir rempart et il va faire, on va dire, quelques erreurs qui vont le mener à être un peu bouté hors de son village, et on va suivre tout son parcours pour survivre, pour découvrir aussi la vérité. Et voilà, j'ai trouvé ça très très beau. Le livre est assez étrange sur les premiers chapitres parce que on est vraiment dans un futur où la société s'est effondrée, mais le langage s'est effondré aussi. Et donc Collie parle très très mal. Et le livre est très oral dans la mesure où c'est Collie qui écrit son histoire. Et donc il l'écrit avec son vocabulaire. Et donc on va dire que, entre guillemets, grammaticalement, c'est mal écrit,
mais c'est très agréable à lire. Au début, ça prête à sourire, et au final, ça en devient presque poétique au fur et à mesure de notre lecture. Pour vous donner un petit exemple, il va faire des petits abus de langage, comme quand les enfants nous disent « Ah, je vais te faire montrer ça ». C'est pas du tout français, mes oreilles saignent, mais le livre est vraiment ponctué de toutes ces petites erreurs de langage, de syntaxe, de grammaire, et au final, j'ai trouvé ça très beau et très touchant, parce que Collie va découvrir la dureté de ce monde, mais par le biais de sa parole qui est très enfantine. Et en fait, il y a un genre de décalage qui va s'opérer parce que Collie nous décrit le monde qui l'entoure et va avoir des réflexions très philosophiques, mais avec un langage au final très pauvre. Et j'ai trouvé ça vraiment hyper touchant. Collie, c'est un personnage qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup attendri, et vraiment j'ai hâte de voir, de connaître un peu la suite de son histoire. Ça sera une trilogie, et il me semble que le tome 2 qui s'intitule Les épreuves de Collie devrait sortir, il me semble, courant 2022, et autant vous dire que dès que ça sortira, je courrai me l'offrir, parce que pour le coup, ça a été un petit coup de cœur. Toujours dans le menu Automne des mystères, la deuxième sous-catégorie s'intitulait Les ruines de l'Atlantide, et ici les mots-clés étaient conte moral, philosophie, récit métaphorique, mythes et légendes. Et au départ, je pensais lire Le Divin Scénario, qui est une BD de Fabrizio Dori, qui est l'auteur du Dieu Vagabond, et j'avais vraiment très hâte de lire cette BD parce que j'avais adoré le Dieu Vagabond. Et malheureusement, eh bien, je pense que c'est la première fois que ça m'arrive, parce que souvent quand je lis une BD, je la lis d'une traite et je la termine. Et là, j'ai lu le début, et j'ai pas été plus conquis que ça, et j'ai mis la BD de côté. Genre, je l'ai pas fini. Et ça me choque, parce que déjà, vu le prix d'une BD, quand je la commence, je la termine. Et puis en plus, graphiquement, c'est hyper beau. Mais voilà, je ne sais pas, les 20, les 30 premières pages ne m'ont pas plus emballé que ça, donc je l'ai mise de côté. Je vais la reprendre et j'essaierai de la finir un petit peu plus tard. Mais au lieu de ça, j'ai lu un roman qui me faisait beaucoup trop envie depuis sa sortie et qui a été une pure déception. Genre, j'ai été vraiment déçu. Il s'agit de Chevauche-Brume de Thibault Latil-Nicolas aux éditions Mnemos. C'est une trilogie que je ne terminerai pas. Vraiment, je croyais en ce roman. Il y a plein de gens qui en ont eu un avis assez mitigé, et à chaque fois moi je me disais ouais mais bon, c'est qu'un avis parmi tant d'autres, je vais le lire pour me faire mon propre avis, je suis sûr que je vais aimer, c'est obligé, ça a l'air d'être trop bien et tout. Et bien j'ai vite déchanté parce que je l'ai terminé, mais vraiment il y avait des bonnes idées, il y avait plein de choses cool dans l'univers, mais c'est un loupé, c'est un loupé. C'est un roman de 300 pages où on va suivre. Alors que je me souvienne, on est dans un royaume où, au nord de ce royaume, il y a un genre de barrière de brume qui abrite des monstres affreux, mais cette barrière empêche les monstres de sortir, donc en soi, au KLM, tout va bien. Sauf qu'un jour, les monstres vont commencer à franchir cette barrière et à envahir le royaume, et donc une armée va être envoyée à cette frontière pour un peu bouter les monstres hors de là et essayer de comprendre ce qui se passe. Et en fait, on va avoir 300 pages de longues descriptions de batailles, pas très palpitantes, genre vraiment pas très palpitantes. Il y a énormément de personnages, sauf que ils sont peu ou pas traités. Donc à chaque fois qu'il y en a un qui va mourir, et Dieu sait qu'il y a pas mal de gens qui meurent, on va pas être très touché parce qu'on va se dire « Ah ouais, lui est mort, mais c'est qui déjà ?» Donc voilà, j'ai pas été pris de compassion par les personnages, les scènes de bataille, je les ai trouvées un peu longues et j'ai eu envie de sauter des pages, même si j'ai tout lu, même si parfois j'ai lu un peu en diagonale. Mais voilà, c'est vraiment dommage, c'est pas mal écrit, hein, mais c'est mal construit, ça va trop vite, c'est trop précipité, c'est dommage. C'est vraiment un raté, et d'autant plus que je suis hyper déçu parce que en soi l'histoire est très prometteuse. Et la fin me donne envie de savoir un peu la suite, l'univers qu'il a créé, il est intéressant. Et voilà, cette histoire de brume, de monstres, on a des réponses assez claires dès la fin du premier tome. Donc je me suis dit... quand je l'ai terminé, je me suis dit... il y avait plein de défauts, mais quand même j'ai envie de savoir la suite. Mais au final, depuis que je l'ai reposé, j'ai absolument pas envie d'y retourner. Je pense que je vais revendre ce premier tome, même s'il est vraiment très joli. Mais voilà, je suis hyper déçu de ne pas avoir aimé. C'est dommage, j'avais beaucoup d'espoir, mais voilà, pour le coup, c'est un foiré.
Et on a bientôt fini cette vidéo puisqu'on en est à l'avant-dernière sous-catégorie qui s'intitule En avant Yvette Tempête. Et ici les mots-clés étaient aventure, archéologie, artefacts et voyage. Et pour cette sous-catégorie, j'avais mis Justicière de Brandon Sanderson, donc Justicière partie 1. Et pour le coup, celui-ci, je l'ai lu en entier. C'était quand même une sacrée brique, hein, parce qu'il faisait 850 pages. Et voilà, je me le suis englouti durant le mois d'octobre, je crois, ou le mois de novembre, je ne sais plus trop. Et bon... c'est Rochard, c'est Sanderson, j'ai trop aimé, c'était hyper cool. Même si j'ai une petite réserve sur ce tome que j'ai trouvé un peu moins palpitant que le livre des radieux partie 2. Je sais que beaucoup de personnes le disent, et en effet c'était pas possible de faire un tome aussi palpitant dans la mesure où le livre des radieux partie 2 se terminait sur des scènes absolument épiques et des révélations de dingue. Donc, en tant que lecteur, on avait besoin, je pense, d'un petit temps de respiration pour reprendre notre souffle avant de repartir un petit peu dans l'intrigue de Rochard. Néanmoins, voilà, j'ai quand même trouvé qu'il y avait quelques chapitres qui traînaient un petit peu en longueur. Néanmoins, j'ai quand même adoré, je lui ai quand même mis 5 sur 5 sur Goodreads parce que voilà, c'était des petits défauts mais qui n'ont rien gâché à mon plaisir de lecture. D'ailleurs, c'est une première partie qui est riche en révélations, vraiment, on apprend plein de choses assez folles et donc, malgré tout, c'est un tome que j'ai trouvé très dense. Et d'habitude, je me fais des fiches de lecture au fur et à mesure. Et là, eh bien, je n'ai pas fait de fiches de lecture sur la deuxième moitié. Et je m'en veux déjà parce que c'était très dense. On a appris beaucoup de choses. Et donc, j'ai peur d'oublier des choses avant de lire le second tome. Donc voilà, ça me fait un petit peu stresser. Et je pense que je ne vais pas attendre très longtemps avant de lire la seconde partie pour ne pas tout oublier. Et donc... pouvoir faire une fiche de lecture de la partie 2 en ayant les idées claires. Au niveau de l'histoire, vraiment, je peux pas vous en dire parce que là, ça serait dommage parce que y a un gros chamboulement qui se fait à la fin du livre des radieux. Donc, vous parler de Justicière, ça serait vraiment beaucoup vous spoiler. Donc, je ne peux rien vous dire, mis à part que l'intrigue est très tournée autour du personnage de Dalinar. Et ça, c'est pas pour me déplaire parce que c'est un de mes personnages favoris de cette saga. Et voilà, on parle beaucoup de Dalinar, de son passé, et on apprend aussi beaucoup de choses sur Shallan, qui est, je pense, le personnage le plus complexe de cette saga. Et vraiment, c'est un personnage qui est très touchant, pour qui j'ai beaucoup d'empathie. Et voilà, ah c'est fou parce que rien que de vous en parler, là j'ai envie de me jeter sur la partie 2. C'est un tome qui confirme, une fois de plus, que les archives de Rochard, c'est bien évidemment ma saga de fantasy favorite de tous les temps. Bon, et on est parti pour la dernière sous-catégorie qui s'intitulait Cabinet de curiosité. Et là, les mots-clés étaient art, science, musée, singularité et étrangeté. Et pour cette dernière sous-catégorie, eh bien, j'ai lu La Sirène des Pompiers de Hubert et Zanzime, qui est une réédition donc d'une BD qui était sortie il y a quelques années déjà. Mais depuis le décès de Hubert, eh bien, je pense qu'il y a pas mal d'éditeurs qui rééditent un petit peu les anciennes BD de Hubert. Et c'était une très bonne BD, c'était un très bon moment. C'était pas la BD la plus folle que j'ai lue, c'était une histoire somme toute assez classique mais vraiment très sympa, où on suivait un peu un peintre raté qui un jour tombe sur une sirène dans la Seine et il va un petit peu l'emmener chez lui et puis la peindre, et grâce à ça il va avoir un succès assez grandissant. Et je trouvais ça bien, c'est une belle histoire saupoudré d'un peu de féminisme, parce qu'il y a pas mal de masculinité toxique dans ce livre. Masculinité toxique qui d'ailleurs est punie, donc on adore. Voilà, j'ai passé un bon moment, je vous avoue que j'aurais du mal à tout vous résumer parce que je l'ai lu vers le début du challenge et ça avait beau être très bien, ça m'a pas non plus marqué outre mesure, mais une bonne BD que je recommande, et voilà, j'ai pas été déçu. Bon, et bien c'est terminé pour cet update, ce gros update du Pumpkin Autumn Challenge. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous n'êtes pas frustrés parce qu'il y a certains livres où j'ai quand même passé assez rapidement, mais je voulais pas me répéter, donc je vous le redis, hein, s'il y a certains livres où vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers mon premier update du Pumpkin. Cette année, le Pumpkin, vraiment, il a été tout seul. J'ai pas eu besoin de me mettre trop la pression, je l'ai terminé dans les temps. Alors comme d'hab, j'ai pas pu lire tout ce que je voulais, mais je suis très content de mes lectures. J'ai vraiment fait de très bonnes lectures et comme tous les ans, c'était hyper plaisant. J'espère que pour vous, le Pumpkin s'est aussi bien passé, que vous avez passé un bon moment de lecture. J'ai l'impression qu'on est pas mal à avoir enchaîné avec le Cold Winter Challenge, qui est un petit peu plus difficile, je vous avoue, à tenir niveau rythme, parce que le mois de
de décembre. C'est toujours un mois où je cours un petit peu partout et où j'ai plein de choses à faire. Néanmoins, je fais aussi plein de belles lectures et j'ai hâte de vous en reparler en vidéo. Avant de vous quitter, je voulais vous glisser un petit mot juste pour vous remercier parce que il y a pas très longtemps, la chaîne a franchi le cap des 10 000 abonnés et c'est vraiment un chiffre énorme. C'est genre un nombre à 5 chiffres, ça me semble assez irréel et rien que pour ça, vraiment, je vous remercie du fond du cœur parce que me dire qu'il y a 10 000 personnes qui me suivent et qui sont abonnées à la chaîne, je trouve ça assez dingue. Et il y a 4 ans et demi, quand j'ai lancé la chaîne, jamais j'aurais cru que ça irait aussi loin. Et donc voilà, je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour vos interactions et YouTube c'est quelque chose de très très enrichissant et chaque jour qui passe, je suis ravi d'avoir entamé cette grande aventure qui, je l'espère, durera encore longtemps. D'ailleurs, je vais pas trop m'attarder maintenant, mais bientôt je vous sortirai une vidéo pour vous parler un petit peu de ce que j'ai envie un peu de mettre en place pour le mois de janvier parce que, eh bien, vu qu'on a franchi les 10 000 abonnés, j'aimerais faire une vidéo un petit peu spéciale et aussi mettre en place un nouveau cornet quiz sur Twitch pour vous faire gagner plein de cadeaux parce que j'ai envie de vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre. Là, en décembre, avec les fêtes et tout ce qu'il y a à côté, c'est assez compliqué à mettre en place, mais promis, début janvier, je vous en parle et je vous ferai gagner plein de petits cadeaux pour vous remercier. Là-dessus, je vais vous laisser. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. De toute façon, nous on se retrouve très très bientôt avec certainement mon bilan de l'année 2021 et aussi, comme tous les ans, je suis en train de tourner un petit vlog de Noël. Donc voilà, ça fait plein de vidéos à venir et j'espère qu'elles vous plairont. Là-dessus, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de très belles lectures et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!